Je passe des moments magiques, uniques avec Eric. Et puis en décembre 99, il décide de vendre parce que voilà, il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire de son rendez-vous des pêcheurs. Plein de projets lui passent par la tête, mais voilà, il sait pas trop encore quoi faire, comment faire. Donc il y a un repreneur. Moi, je suis encore là, je suis encore présent quand il y a le repreneur. Et puis je fais un peu plus d'un an avec Christophe Côme, donc qui avait repris le rendez-vous des pêcheurs. Et puis au bout de cette année, je me dis que voilà, je suis allé au bout des choses. Et puis là, Eric m'appelle et il me dit écoute, voilà, j'ai Monsieur Paul qui aimerait bien te rencontrer. Et donc là, en avril 2001, j'arrive à l'auberge avec mon costume 3 pièces et je mange avec Monsieur Paul en cuisine. C'est un moment mais vraiment magique pour moi. Et tu vois, j'arrive à Lyon, j'étais jamais parti bien loin de Blois, donc je me dis waouh, hyper impressionné parce que voilà, Paul Bocuse, sincèrement. Voilà, on est en 2001, dans les années magiques de Monsieur Paul, pour moi en tous les cas, et j'arrive devant quelqu'un qui m'accueille, mais comme jamais on m'a accueilli. On mange tous les deux, on passe un moment, on est en cuisine, sur sa table en cuisine. Il prend beaucoup de temps pour moi, et puis je démarre en avril 2001 à l'auberge, donc c'est quelque chose qui est pour moi, voilà, j'aurais jamais imaginé ça. C'est dingue de rentrer là-bas. Alors tu vas y rentrer à quelle place en l'occurrence? Chef de partie, ouais. D'être accueilli comme ça, de rentrer dans un temple, parce qu'à l'époque c'est un temple. Enfin, je veux dire, lui c'est le pape. Oui, mais c'est aussi rentrer dans une effervescence, si tu veux. C'est une cuisine qui est dingue. Là, par contre, tu vois, t'as du grand respect. T'as des produits qui rentrent de partout. T'as une cuisine qui est en effervescence du matin jusqu'au soir, parce que voilà, à cette époque-là, ça bossait tout le temps. C'était des 180 couverts par service, donc c'était énorme. En fait, Monsieur Paul, il était attaché, si tu veux, à ses fondamentaux, pas d'esbrouf, pas de choses qui venaient court-circuiter, et très attaché aux produits. Des jus magiques, des cuissons qui étaient parfaites. On recevait des volailles de Bresse, mais voilà, parce que la volaille, c'était la volaille en vessie et que c'était impressionnant. Là, il y a des odeurs. Il y a du respect du travail, il y a du respect des produits, mais à cette époque-là, malheureusement, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de fatigue, parce qu'on donne énormément. C'est violent comme truc, c'est à tout niveau, quoi. Mais on donne énormément, il y a des chefs qui sont plus ou moins respectueux, voilà, on rentre quand même dans une période où la cuisine c'était beaucoup plus difficile. On est là où voilà, il y a quand même 4 Kolmov qui sont là en cuisine. C'est quelque chose d'assez unique quand même. Et une cuisine qui est relativement petite aussi, puisque à cette époque-là, c'était pas la cuisine de l'auberge comme on peut l'avoir aujourd'hui. Donc c'est un vrai marqueur. Et je suis attaché à cette maison, et cette maison, elle coule dans mes veines, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est pas rien de dire que cette maison coule dans ses veines, c'est une empreinte culinaire, c'est une empreinte d'ambiance, c'est un truc affectif, il y a un peu de tout, j'imagine, mais... En fait, quand je te disais que c'était dans les meilleures années de Monsieur Paul, c'est qu'à cette époque-là, c'était le premier à instaurer le silence en cuisine. Donc, il avait son fameux petit panneau qu'on peut voir parfois sur les photos où il y avait marqué silence en cuisine, où c'était le premier chef à aller en salle, à être vraiment là, au proche de ses convives, premier chef à faire de la télé, premier chef à aller à l'étranger. Donc il a été précurseur sur beaucoup de choses. C'était un éclaireur, et il avait toute une bande derrière lui, il a ouvert des portes, quoi. Oui, je pense que sincèrement, je prends tellement de plaisir à réécouter ses interviews et à l'entendre parler que je pense que ces vidéos, on pourrait les diffuser sur des écoles de commerce, sur des écoles hôtelières où elles seraient pas has-been, en fait. C'était une vision
vision. Oui, parce que c'était un vrai visionnaire. Il y a pas très longtemps, j'écoutais justement cette fameuse interview où il était dans son jardin avec sa brouette où il parlait des légumes et c'était magique, tu vois, parce qu'il parlait du goût, parce qu'il parlait du respect du terroir, il parlait du respect des produits et oui, c'est ce qui a influencé ma cuisine. C'est pas d'émulsion, c'est pas de voilà, c'est une cuisine avec beaucoup de sincérité, beaucoup de générosité. Je te cache pas que voilà, à cette époque-là, tu repartais du restaurant, t'étais mais full de chez full quoi. Et quand arrivait le chariot des desserts, fallait être en forme pour pouvoir te dire que je vais prendre un dessert, mais t'avais tellement de choses qui te donnaient envie que finalement tu en prenais 2, 3, 4 et puis tu mettais du temps à t'en remettre quoi. Et en mars 2002, Monsieur Paul me dit bah voilà, j'ai besoin d'un chef aux États-Unis. Il faut que tu partes dans un mois. T'as 1 semaine pour me donner réponse. Et puis là je me dis mais putain mais je parle pas anglais. Voilà, au lycée hôtelier, crois-moi l'anglais à cette époque-là, tu dis oh, moi je vais être cuisinier, l'anglais ça me servira à rien. Et là je me dis mais je suis mal. Comment je vais faire? Je vais pas pouvoir partir quoi. 2 jours après, il vient me voir. Alors t'as réfléchi? Et là, qu'est-ce que je dis? Je dis oui, je vais y aller, Monsieur Paul. Et donc, je me retrouve en avril 2002 à partir à Orlando, en Floride. Et pareil, là, j'arrive là-bas et on m'accueille. Et à cette époque-là, il y avait Jérôme, son fils, Jérôme Bocuse, qui était en train gentiment de reprendre l'affaire. Et je suis accueilli comme un dieu, en fait. Voilà, on me propose une voiture, on me propose un appartement pour démarrer. Tu vois, j'avais vraiment tout ce qui allait bien. Et vraiment, je pense que c'est une expérience qui était importante pour moi dans ma vie, parce que là, j'ai passé des moments magiques. Mais vraiment, quand je dis magique avec Monsieur Paul, c'est que il venait tous les 3 mois à peu près. À cette époque-là, c'était une association Paul Bocuse, Roger Verger, Gaston Lenôtre, que j'ai pu passer des moments magiques avec tous les 3, que je bénéficiais de chefs qui n'étaient pas dans le stress. Parce qu'ils n'étaient pas en France avec la pression, mais ils étaient aux États-Unis dans une maison qu'ils avaient créée tous ensemble. Donc voilà, je bénéficie de chefs accessibles, de chefs qui m'ont partagé beaucoup de passion. J'ai passé du temps dans la piscine avec Monsieur Paul. J'ai fait du wakeboard où Monsieur Paul il me tirait avec son bateau et il me donnait des conseils pour faire du wakeboard. Tu vois, c'était vraiment voilà des moments qui étaient vraiment partagés et uniques. J'ai eu la chance de bénéficier d'un Monsieur Paul qui était vraiment proche de moi, qui dès qu'il arrivait en cuisine, il me faisait trop rire. Et je le dis souvent à mes cuisiniers, mais souvent il arrivait, il disait bah tiens en fait c'est quoi la recette de la crème anglaise? Et c'était juste pour nous tester, tu vois, pour essayer de voir si on s'intéressait et si t'avais pas les bonnes pesées ou si tu lui disais des bêtises, il repartait, il disait oh d'accord. Et du coup, tu vois, c'était pour te tester. Et c'était marrant parce que même s'il était détendu, même s'il était aux États-Unis et qu'il était en dehors de l'auberge, mais tu vois, il y avait ces petites questions, ces petits trucs là et qui étaient trop drôles et la première fois, ça te surprend. Et puis après, tu vois, tu t'y habitues. Et puis finalement, tu te dis, putain, merde, faut que je révise mes recettes parce que là, sinon, je vais me faire... il plaisante pas. Ouais. Et c'était chouette. Et voilà, c'était des moments qui étaient magiques. Aux États-Unis, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des directeurs de Michelin. J'ai eu de la chance parce qu'il y a plein de gens qui passaient là-bas, quoi, tu vois. C'est intéressant, ça, finalement, parce on le dit peu, mais en se décentrant et en étant une forme de bastion déporté d'une cuisine française, parce qu'il s'agit pas de faire autre chose, j'imagine. On se crée un petit écrin, on est un petit peu protégé, peut-être qu'on se croise un peu plus facilement aussi avec des gens qui sont moins nombreux, et du coup les Français vont, et les plus importants vont à cet endroit, et finalement il se passe des moments comme ça. Pour profiter de Monsieur Paul, pour profiter d'événements autour de Monsieur Paul, j'ai fait un événement il y a pas très longtemps avec Éric Ripert et je lui rappelais qu'en 2003 on avait fait un événement à New York avec Monsieur Paul ensemble. Donc tu vois, c'est plein de petites choses comme ça qui m'ont permis vraiment de profiter de Monsieur Paul, de profiter de faire sa cuisine et de permettre aux Américains de vivre cette cuisine. Comment elle est perçue d'ailleurs? Comment ça se passe à ce moment-là? C'est une euphorie de dingue. Ouais. C'est une euphorie de dingue. Et je pense qu'aujourd'hui c'est encore le cas. T'imagines qu'en 76
ils ont ouvert tous les 3 un établissement dans un parc Disney. Dans un parc Disney. Sauf que ce parc Disney, c'est un parc qui est tourné autour de la gastronomie, où au milieu, tu as un lac, et tout autour, tu as des restaurants du monde entier. Donc ça veut dire que les Américains et le monde entier viennent dans ce parc pour goûter un couscous, pour goûter une pizza et pour goûter une soupe VGE. Donc, tu vois. Mais c'est lunaire hein, quand on y pense. Mais oui, c'est impressionnant. Et c'est un endroit où, sincèrement, ça brassait, mais fort. Il y avait une béquerie, donc une boulangerie-pâtisserie, une brasserie où on pouvait faire près de 1000 couverts par service, hein. Et le restaurant gastronomique où j'étais moi à l'étage, hein, qui s'appelait à cette époque-là le Bistrot de Paris, hein, qui s'appelle maintenant Monsieur Paul, où là on faisait 2 services le soir. Premier service à 18h, hein, et où on faisait à peu près une centaine de couverts. Et puis après, voilà, j'avais aussi moi la possibilité de m'exprimer également. Donc tu vois, j'étais pas cerclé en fait. Hein. C'était vraiment pour moi une vraie facilité et une vraie volonté de commencer à intégrer l'organique dans ma cuisine, puisque l'organique aux États-Unis c'était quelque chose qui était déjà bien en place, bien avant notre histoire du bio et l'histoire du début du bio en France qui était pas spécialement intéressant. Et là-bas, je commence déjà à aller chercher justement des producteurs. Alors on est en Floride, il fait très chaud, mais je trouve quand même des choses et c'est ça qui est chouette. Donc je commence déjà à aller chercher, tu vois, des producteurs aussi bien sur le légume que sur les fruits et à commencer à faire ma cuisine et aller rencontrer aussi les gens en salle. Qu'est-ce qui fait du coup qu'à un moment tu te dis il faut que je change ça et il faut que j'aille vers les gens? C'est hyper vertigineux quand même parce que t'es pas chez toi, tu parles pas bien anglais, t'as jamais été en première ligne finalement. Là tu vas te dire tiens il faut que j'y aille, il faut que je me... Parce que je parle d'un monsieur Paul où quand il pousse une porte d'une cuisine et qu'il arrive en salle, il y a tout le monde qui se tait et qui le regarde quoi. Ouais, mais il y en a pas, c'est lui. Donc moi j'ai l'image de ce cuisinier qui partage ces moments-là avec ses convives et j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire et allez, on va dire au bout d'une année, je commence sincèrement à le faire. Alors au début c'est dur parce que tu vois voilà, je bricole et puis au fur et à mesure je prends beaucoup de plaisir et là je partage beaucoup de moments avec mes convives. J'ai beaucoup d'habitués qui viennent, des Américains habitués qui viennent dans un parc Disney pour payer l'entrée du parc et pour venir manger dans mon restaurant. Donc ça c'est chouette et voilà, je prends beaucoup de plaisir. Comment tu gères personnellement le fait d'être loin, peut-être des tiens, l'entourage, il est où, il est comment tu gères ça parce que t'es à l'autre bout du monde d'un coup, les parents, la famille, t'es tout seul là-bas, comment ça marche? Ouais, alors je pars tout seul et puis ma compagne de l'époque, Emmanuelle, elle me rejoint très vite. D'accord. Et puis j'ai ma première fille là-bas aux États-Unis, Maëlys. Qui naît. Elle est américaine de fait. Ouais, qui naît à Orlando. Elle est américaine. Et puis je voulais avoir absolument une fille pour démarrer et j'ai été comblé parce que c'est un amour et elle est juste magique. Mais elle naît voilà quand je suis quand on est à Orlando. Ouais. C'est une sacrée période de vie quand même cette période américaine là. Ouais, mais elle m'a porté cette période. Elle a été superbe. Elle est riche. Jérôme à cette époque me propose de me faire ma carte verte. Donc pour moi je me dis bah voilà, je m'installe aux États-Unis quoi. Et puis en 2008, en janvier, janvier 2008, j'apprends que mon papa a un cancer et là ça modifie un peu ma vie parce que voilà, les choses sont un peu différentes et je vis moi des moments uniques là-bas à l'autre bout du monde. Mais à côté de ça, voilà, j'étais attaché à mon papa et je sais qu'il faut prendre une vraie décision. Donc on prend cette décision de rentrer et c'est une bonne décision parce que voilà, je passe la dernière année de vie de mon papa à ses côtés. Je l'emmène à droite et à gauche, on profite à fond. Et quand je dis déjà on profite à fond, c'est que j'ai eu la chance et je le dis à beaucoup de vivre cette dernière année en fait, cette dernière année de merde avec ce cancer qui nous impacte tous malheureusement. Hein. Mais voilà, j'ai cette chance en fait de vivre cette dernière année avec lui. T'as pris un an de break? J'ai pris un an de break. Ouais.
J'ai pris un handbrake parce que j'étais loin et que je savais pas ce que j'allais faire. En fait, à la base, quand je rentre en France, c'est voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai des propositions pour aller ouvrir un restaurant à Los Angeles. Donc j'ai aussi ça dans un coin de ma tête, mais je veux quand même avant tout passer du temps avec mon papa. Et puis voilà, il part trop vite et malheureusement, je suis obligé de prendre une décision de rester en France. Et là, je vais prendre un verre dans un hôtel à Paris qui s'appelle l'Hôtel de Serres, qui est collé au Georges V. La directrice m'entend parler avec mon ami et là, elle vient me voir, elle me dit bah écoutez, je cherche un chef. Non. C'est quoi cette histoire? Tu vas boire un verre et tu trouves du boulot. Exactement. De chef. Non, parce qu'en plus, voilà, quitte à prendre un boulot, autant prendre la place de chef, quoi. En fait, la personne avec qui je discute, c'est la personne avec qui je devais m'installer à Los Angeles, qui s'appelle Eric Pandariès et avec qui on devait faire un restaurant là-bas. Donc elle m'entend, elle entend un peu ce qui se passe, voilà. Elle vient me voir, elle me dit bah chef, voilà, je cherche un chef pour mon établissement. Je suis là dans un hôtel qui est 5 étoiles, un très bel, un boutique hôtel qui est tout mignon, collé au Georges V avec des jolies suites sur la Tour Eiffel. Et je me dis bon bah voilà, de toute façon moi j'ai pas cherché de travail, je sais pas ce que je vais faire demain. Donc voilà, je démarre là. Et puis là, j'ai la chance en fait d'intégrer un groupe qui s'appelle le groupe BC, hein, qui est un groupe d'assureurs à Nantes, qui investit en fait dans l'hôtellerie parisienne et qui sont propriétaires, enfin qui ont des parts du lieu. Hein. D'accord. Ouais. Donc cette directrice Jennifer Bocara, quelqu'un qui est vraiment qui est mondialement connu, je pense, sur la place de Paris. Mais quelqu'un qui a cru en moi, qui m'a vraiment laissé, mais elle adorait dire ça, mais qui m'a laissé carte blanche, mais qui m'a laissé construire la restauration à l'Hôtel de Serres. Et là, c'est mes débuts d'un chef qui revient des États-Unis, qui s'installe dans un hôtel un peu fashion, un peu tendance, tu vois, avec une jolie déco. Et là, je commence à faire du bio à l'Hôtel de Serres. Donc là, je me dis, il faut faire du bio. Voilà, c'est l'avenir de demain. Il faut vraiment faire attention à l'impact environnemental et à tout ça. Je cherche un jardinier que je trouve à Évreux qui me livrait les légumes 2 fois par semaine. Je m'entoure voilà de plein de petits producteurs, Terroir d'Avenir qui me faisait la viande. Voilà, il y avait plein de belles choses sur Paris. Tout se passe bien. On a une agence RP qui me gère et qui est super avec Valérie Milgem. Et franchement, c'est quelqu'un qui m'a accompagné et qui m'a permis de rencontrer beaucoup de journalistes à l'époque sur Paris. Et tout se passe bien. Franchement, on a une activité qui est géniale. Par la suite, donc Madame Jousse, hein, propriétaire du groupe BC, vient me voir. Elle me dit, bah écoute, à l'Édouard VII, donc l'hôtel Édouard VII qui est sur l'avenue de l'Opéra, hein, on n'a plus de restauration. À l'époque, c'était Gilles Choucroune qui gérait ce restaurant et on l'a fermé, on gagnait pas d'argent, c'était dur. Elle vient me voir, elle me dit bah voilà, est-ce que ça vous intéresserait de prendre la restauration? Moi, je vous propose 20% du résultat net en fin d'année. Donc voilà, j'ai cette chance, tu vois, de cumuler, de gérer la restauration de cet établissement, d'avoir ces deux et d'être impliqué dans les chiffres, hein, puisque là, pour le coup, on parle de... C'est déterminant, ça, hein, pour le coup. Hein. Je pense que tu te projettes pas du tout de la même façon si tu es impliqué de cette manière-là et si tu es un peu chez toi quelque part, finalement, où tu as en tout cas à voir avec ce qui va se passer. Mais je me serais jamais surtout imaginé ça finalement parce que moi je suis cuisinier et que là on me parle d'un PNL, d'une lecture de PNL, on me parle de faire des business plans, on me parle de gérer des équipes, voilà donc c'est ça te paraît comment, vertigineux, intéressant, c'est comment tu le prends à ce moment-là? Je m'amuse, je m'amuse et je vois pas le danger en fait. Comme je t'expliquais, j'ai jamais eu de blessure en fait, j'ai jamais eu de mal, j'ai jamais eu de choses qui m'ont fait du mal. J'avance et je roule quoi en fait, tu vois. Et donc du coup je prends la restauration de ce restaurant qui était en perte et la première année on est déjà dans le positif. Donc moi j'ai des retours aussi de financiers, tu vois, donc c'est il faut que tu nous dises un truc, comment t'opères ce petit changement, comment en un an t'arrives sur une structure comme ça se passe par quoi? La bienveillance. Bah, attends, si la bienveillance faisait des bons bilans, ça se saurait, non? Et pas que la bienveillance qui se traduit financièrement, si? Si, parce que quand tu sais gérer des équipes et quand tu sais gérer surtout du monde comme ça sur Paris,
que tu as des équipes qui te suivent et que tu as des équipes tu vois, à l'époque, j'avais un chef qui s'appelait Rémi, qui est parti maintenant à Nice. C'est quelqu'un qui, pour moi, aurait tout fait, en fait, tu vois, parce que j'étais là, je lui ai apporté aussi, tu vois, ma vision de la cuisine, je lui ai expliqué un peu ce que je voulais en termes de produits, ce que je voulais en termes de cartes, et puis aussi cette attention sur les chiffres, cette attention sur les déchets, cette attention sur la poubelle, hein, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, et en fait je l'ai formé dans ce sens, et c'est grâce à ça, si tu veux, qu'on a pu rentrer dans le positif rapidement. La qualité du lien. Oui. C'est intéressant pour la notion, hein, tous les amis restaurateurs qui nous écoutent, pour améliorer votre bilan comptable, la bienveillance est un outil. Bien sûr, parce que quand tu souffres pas, bah finalement tu avances et t'es plus performant. Ben oui, Ouais. t'as plus de nuisance en fait, t'as aucune nuisance dans ton cerveau. La seule nuisance que tu peux avoir, c'est ton implication et les horaires que tu peux faire dans ta cuisine. C'est tout ce qui peut être dur. Mais quand c'est par bonheur et quand c'est par joie, bah finalement il y a rien qui te fait du mal, quoi. Comment elle va se dérouler cette période? Jusqu'où ça va aller? Alors, en fait, voilà. Donc là, je suis à l'Édouard VII, et puis ensuite j'ai l'arrivée de ma petite Lizzie, hein, qui est née elle à Suresnes. Donc, c'est moins glamour qu'à Orlando, hein, mais voilà. C'est moins exotique. C'est bien Suresnes aussi. Mais voilà, je suis entouré de 3 femmes à la maison, c'est génial, et je m'épanouis complètement. Suite à ça, Madame Jousse, bien entendu, elle vient me revoir. On a acheté le Bel Ami à Saint-Germain-des-Prés. On fait la même chose. Donc voilà, je gère ces 3 établissements. À quel âge à ce moment-là? J'en sais rien, moi. Calculons, je suis de 77 et là, je vous parle de ça. On est en 2010, 2011, 2012. Ouais. Hein, donc une tu vois, trentaine, voilà, 30-35 ans. Donc voilà, je suis épanoui, tout se passe bien dans ma vie, je gagne de l'argent, on a un appartement à Suresnes avec une jolie vue sur Paris, Ça tout roule. va bien, Ouais. ça roule. Et puis là, en décembre 2013, mon Eric m'appelle et me dit, écoute, s'il y a un restaurant qui est à vendre dans la région, je pense qu'il faut vraiment que tu ailles le voir parce que ça pourrait t'intéresser. Alors, quand on dit dans la région, on se parle de quelle région? Parce que c'est La région Centre-Val de Loire. Ouais, c'est ça. Parce que quand on dit là, dans la région, ça veut dire que pour toi, c'est une évidence. Dans ma région, Ouais. ouais, dans chez nous, là, dans le Loir-et-Cher, quoi. Et Eric m'appelle et me dit, voilà, va voir. Donc j'arrive là dans ce petit village de Montlivaud, hein, donc là on est collé à Chambord, un restaurant qui s'appelle La Maison d'à côté. Donc j'arrive là, je dis waouh, une église derrière du XIIe siècle, dans le contrebas de ce petit village, c'est plein de petits jardins en fait, hein, puisqu'à l'époque, voilà, ces villages où toutes les maisons étaient enclavées, Ouais. t'avais des petits jardins qui étaient collés à chacune des maisons. Hyper mignon. Et bah ouais, c'est tout mignon comme tout. Et puis j'ai surtout cette proximité avec Chambord, ce château qui m'a vu grandir, que j'ai toujours adoré, où je me suis toujours promené parce que c'est pour moi le fief de ce que peut être l'art de la gastronomie française, de l'art français. Voilà, c'est un endroit qui regroupe beaucoup de valeurs françaises. Et je suis qu'à 5 minutes du château, quoi, tu vois. Donc je me dis, voilà, c'est là qu'il faut que je me pose. Donc en janvier 2014, je fais un. C'est une évidence. Ouais, c'est une évidence. Ah oui. Parce qu'il se passe quelque chose, en fait. Je rentre là. Après, je te cache pas qu'il y a des travaux à faire, hein, quand même. Hein. Donc j'arrive là et je me dis pas, voilà. Oui. J'ai plus qu'à cuisiner. Oui, Non. c'est ça. Non, il y a des choses à faire. Donc premier fonds de commerce, 380 000 euros. Je vais chercher 200 000 euros de travaux et donc voilà, je fais ma proposition au propriétaire de l'époque, il accepte bien entendu, et on démarre, on ouvre en avril 2014.